suis collectionneur de plein de choses. Depuis que je suis petit, je collectionne des tas de choses. Et le métier que j'ai fait, j'étais trader pendant une quinzaine d'années, m'a permis de m'offrir vraiment ce qui me plaisait. Je pars vivre à Londres en 97, et je me suis dit, c'est le moment de commencer quelque chose. Et je passe devant une galerie. Je m'arrête devant la vitrine, j'entre et je ressors avec 3 photos. C'était mon premier achat. En 97, la photo, à Londres ou même à Paris, il n'y avait pas grand chose. C'était un jeune marché, c'était vraiment pas cher. Fujimoto qui aujourd'hui coûte des fortunes pour les très grands formats. Les très grands formats de 1 mètre par 1 mètre 50 coûtaient à l'époque 2000 sterling. Pour 2000 sterling, pour vous donner l'équivalence, on pouvait déjà acheter en peinture, on pouvait acheter un très beau dessin de Jean Dubuffet, période de l'Ourloupe. C'était l'équivalent. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les YBA, les Young British Artists. Et j'ai pu me faire plaisir. Il y avait 4-5 marchands de photos à Londres, dans des coins reculés, et ils étaient très contents de trouver des jeunes collectionneurs. Depuis, j'ai quasiment acheté, à titre personnel, que de la photo. En 2008, avec la crise, je me suis fait virer, comme des centaines d'autres milliers de personnes. Et j'ai décidé de rentrer à Paris et d'ouvrir une galerie. J'avais le choix, comme je m'y connaissais aussi bien en peinture qu'en photographie, d'ouvrir une galerie de peinture. Mais ce que je voulais, c'était communiquer ma passion et faire comprendre aux gens qu'à tarif égal, on pouvait acheter une pièce de musée en photographie et qu'on ne pouvait pas acheter la même chose en peinture. J'ai ouvert mon espace à Paris en appartement. J'allais voir les photographes que je collectionnais. Je leur ai dit, écoutez, je me suis fait virer, je commence une galerie, est-ce que vous voulez m'aider? La galerie de photos a commencé comme ça. L'idée de la galerie au départ, c'était justement d'arriver à faire comprendre aux gens qu'on pouvait acheter des pièces de musée à un prix raisonnable. Quand je disais raisonnable, c'est un couple marié 2 enfants doit pouvoir acquérir une très belle pièce, une fois tous les 6 mois ou une fois par an, et continuer de partir en vacances normalement et de continuer à aller au restaurant normalement sans se priver. C'était ça. Donc pour arriver à ça, l'idée c'était de retrouver les grands photographes vivants qui avaient eu des grandes expositions dans des grandes galeries, dans des grands musées, et qui pour une raison X ou Y étaient sortis du marché. Beaucoup de recherches, beaucoup de travail dans les bouquins, beaucoup de connaissances personnelles, à force de collectionner le spectre des photographes qui étaient sur le marché ou des gens qui avaient été importants. J'avais Florence Chevalier, qui elle était déjà connue, puisqu'elle avait reçu le prix Niepce, etc. Donc elle m'a fait confiance. Après, j'ai exposé David Rubinger, qui était le plus grand photographe de photojournalisme en Israël. J'ai exposé Mitch Dobrovner, qui m'a fait confiance, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est enclenché. La grande chance aussi, c'est qu'un de mes amis m'a fait rencontrer des gens à réaliser, qui m'ont donné ma chance, alors que j'avais pas un centime devant moi. Et beaucoup de travail. Autant je sais que, j'étais habitué à travailler énormément en tant que trader, avec des longues journées stressantes et compliquées. Autant, croyez-moi, galeriste, c'est 10 fois plus stressant et ça demande 10 fois plus de travail pour gagner 10 fois moins. Mais moi, j'étais heureux. Les rencontres avec les photographes, c'est toujours une histoire de hasard. On me pose souvent la question, mais en fait, il n'y a pas de règle. J'ai rencontré des photographes, soit en tant que collectionneur, et on se connaissait, soit certains sont venus à moi. Je reçois beaucoup d'emails de photographes jeunes, des moins jeunes, connus et moins connus. Voilà mon travail, est-ce que ça vous intéresse? Ils ont toujours le temps de répondre à tout le monde. Il y en a que je rencontre au cours de dîner. Il y en a que je vais chercher, bien sûr que je démarche, parce que je trouve que leur travail est fantastique. Ils sont très souvent très connus à l'étranger, mais en France on ne les connaît pas spécialement. Mathias Almeta par exemple, qui lui était déjà connu, c'est une histoire de pur hasard. La même passion de l'espace et de photographie spatiale. On s'est croisés plusieurs fois et puis un jour j'ai dit ouais, ça je veux exposer. Le travail de Mathias, ce travail en particulier que j'expose aujourd'hui, qui est un travail de longue haleine, qui s'appelle Lettres à mes petits-enfants, Letters to my grandchildren. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas encore de petits-enfants, et c'est le message qu'il voudrait leur faire passer
la transmission, l'héritage qu'il voudrait leur laisser. Mathias utilise une technique qui s'appelle l'ambrotype, qui était une très vieille technique qui a vu le jour au milieu du 19e siècle, juste après le daguerréotype. On a des portraits, des écritures. Alors là, il y a des écritures en français, en italien, en espagnol, en arabe, en hébreu, en tibétain, chinois et japonais ancien. Si on avait un miroir, on pourrait lire ce qui est écrit, mais c'est comme si c'est écrit à l'endroit pour les portraits. Et c'est comme si les portraits communiquaient quelque chose aux spectateurs. Et c'est un travail qui est fantastique parce que des pièces uniques, les grandes collections commencent à en acheter, les bons musées, mais aussi des gens qui ne connaissent strictement rien sont vraiment attirés par ce travail qui est très paisible. Ceux qui arrivent à unir les professionnels et ceux qui s'y connaissent vraiment et ceux qui n'y connaissent rien. Ça, c'est tous les grands photographes, tous les grands peintres sont les gens qui arrivent à lier les deux. Douglas Kirkland est un des grands photographes de mode aux États-Unis. Kirkland qui fait un selfie avec Faye Dunaway. Ormond Gilly, la même chose. Ormond Gilly, j'ai mis 5 ans à le convaincre. C'est un grand photographe qui a 91 ans. Il a fait sa première exposition en dehors des États-Unis, chez moi. Je donne aussi leur chance, bien sûr, à des jeunes photographes. Je reçois tellement de demandes de jeunes photographes par email que je me suis dit, c'est bien aussi de donner leur chance à des jeunes. Donc j'ai choisi 4 jeunes photographes. Stéphane Eisenberg, photographie animalière. Florin Firimita, photographe américain d'origine roumaine, qui a un travail sur des femmes nues dans des librairies aux États-Unis. Ça s'appelle The Bookstore Project. Très très beau travail, très doux, avec des femmes de 20 ans à 60 ans. Romain Veillon travaille sur l'urbex, et Alyosha Moy, un travail de jeune photojournaliste, voilà, qui est un Instagrammeur assez connu. Donc les 4 ont eu leur chance, avec une réception de public intéressé. Certains ont vendu, d'autres un peu moins, mais c'est important aussi de donner leur chance à des jeunes photographes. Le fait qu'on puisse aller dans l'espace, sur la Lune, découvrir des mondes nouveaux, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et à l'époque, personne ne s'y intéressait. Ça valait rien. Ça valait 0. Donc je m'y intéresse, j'étais trader, j'en achète 1, 2, 3, 5, 10, 15, ça me faisait rêver, ça me fait toujours rêver. À l'époque, c'était pas encore entré dans le domaine de la photographie ni scientifique, ni historique, c'était juste plus lié au, j'allais dire presque à des photoreportages. Puis les gens s'intéressaient pas à ça, les gens regardaient ce que faisait en peinture Keith Haring ou les grands photographes à l'époque, c'était des gens comme André Serrano, Dan Goldin. Donc, cette photographie scientifique, ça avait été tiré à beaucoup d'exemplaires par la NASA, et c'était aussi donné gratuitement. Donc comme tout ce qui est donné gratuitement, la plupart des choses ont fini soit écornées, soit déchirées, soit à la poubelle. On est en pleine guerre froide aussi. L'idée, c'était pour les États-Unis d'affirmer leur suprématie sur le monde à conquête spatiale et de distribuer, j'allais dire, la propagande, mais on n'en est pas loin. Donc de dire, voilà, on est là, on est les meilleurs, et avec des images sublimes. Et je pense que le fait qu'il y ait eu profusion d'images a fait que les gens n'y se sont pas intéressés, et puis ça a été oublié, enfin tout simplement. Une photo comme ça, le lancement d'Apollo 11, une photo mythique, a été tirée bizarrement en très peu d'exemplaires. On la voit très facilement et très souvent dans les livres. Bien sûr, dans la collection que je garde, il y a des pièces d'Apollo 11, il y a des pièces d'Apollo 12, 17, enfin, il y a plein de choses. Mon plaisir, c'est de communiquer ça, c'est de passer quelque chose. Alors, le galeriste pour moi est un passeur. C'est quelqu'un qui transmet. On est l'homme du milieu. On passe de l'artiste, du photographe, au spectateur. Et nous, on est là pour filtrer ce que l'on considère être de qualité, avec plus ou moins de chance, plus ou moins de bonheur. Chacun avec ses sensibilités de galeriste. On est très peu sur Paris à faire que la galerie de photographie. Même dans le monde, c'est un champ assez restreint. C'est plus rentable de vendre un Chagall ou un Picasso que de vendre une photo. Ça s'adresse à soit une nouvelle génération, soit des gens qui ont déjà une culture en général, bizarrement, de peinture assez forte, et qui, comme moi, ont évolué vers la photographie. Mais j'essaye de montrer des choses oniriques, qui font rêver,
que moi je considère comme belle, mais la beauté, ça c'est encore un autre débat. J'ai la grande chance d'avoir à la galerie des gens qui commencent leur collection. Et je mets un point d'honneur à avoir des pièces vraiment super abordables, à 500 €, tirées par les mêmes grands photographes, à des petits formats, avec des petites éditions, 20 ou 25 exemplaires, de façon à ce que, à peu de choses près, tout le monde puisse y avoir accès. Et on peut commencer l'aventure comme ça. Le grand format n'est pas une nécessité absolue. Il y a des images, entre autres, je pense à Mitch Dobronner, qui ne marchent bien qu'en petit format. Et je dis aux gens, bah, si vous voulez l'acheter en grand, très bien, je gagnerai plus d'argent avec vous. Mais sincèrement, elle marche très bien comme ça, c'est dommage de prendre plus grand, parce que vous allez casser le rythme de la photo, en sens inverse. Il y en a qui viennent me dire, écoutez, je veux la grande, mais j'ai pas le budget. J'ai été dans ce cas-là aussi, quand j'étais jeune collectionneur, j'ai pas forcément les sous pour acheter tout ce que je voulais tout de suite. On paye à tempérament. Et tous les marchands, tous les galeristes sont très contents de faire ça, parce que ça permet à des gens qui aiment une pièce de se dire on va pouvoir l'acheter. Sur une vie, les 500 ou 1000 € de différence, on les oubliera, mais le plaisir d'avoir la photo qu'on voulait, il reste intact. Aujourd'hui, les œuvres d'art, au sein de l'univers financier, c'est un asset, c'est une marchandise qui vaut quelque chose. Il y a des banques qui prêtent de l'argent contre les œuvres d'art. Les photos, ça va de quelques euros quand on les chine au puce à quelques millions d'euros quand ça passe en vente aux enchères. Durant ces 25 dernières années, au sein du marché de l'art, le marché de la photographie a plutôt été stable. Ça a progressé doucement mais sûrement. Et là, on arrive vraiment à un marché qui est sain, qui est sur de bonnes bases. Les nouvelles générations, dont l'histoire est plutôt l'image, donc sont très proches de ça. Il y a des images qui sont iconiques, qui retracent des moments importants, qui véhiculent des idées importantes. Et donc ça, effectivement, d'un côté patrimonial, au sein d'une collection, il vaut mieux avoir des images marquantes et connues qui vont évoluer et qui resteront dans la mémoire collective. Une belle collection, cohérente, s'appréciera, bien sûr. Les musées ont tous maintenant des collections de photographies, mais il y a aussi un côté, avant tout, il y a un côté plaisir que l'acheteur a et qui est aussi patrimonial. J'aime beaucoup de choses différentes, mais c'est vrai que les lignes directrices qui s'en dégagent sont des choses douces, qui peuvent être profondes et amener à la réflexion, une espèce de contemplation, beaucoup de sensualité. La vie est suffisamment compliquée autour de nous pour qu'en plus, quand je rentre même chez moi, je me mette à réfléchir sur des choses dures, des photographies de guerre ou des photographies de gens dans la rue ou sur la misère humaine. Ça, il suffit d'attendre le 20h télévisé pour voir tout ce qui ne va pas dans le monde. Moi, j'aime à titre personnel des choses douces qui me font rêver. Gad Edry, collectionneur, devenu galeriste par le hasard de la vie, et je pense que je suis là où on m'attend.